La révolution numérique bouleverse en profondeur notre rapport à l'information, que ce soit dans sa production, sa collecte et son traitement. Mon invité est une personnalité qui a toujours été aux avant-postes de cette mutation et il en témoigne dans son livre « Un monde à part », paru chez Plon. Bonjour Jean-Marie Colombani. Bonjour. Alors vous êtes l'un des cofondateurs du pure player d'information Slate.fr, mais vous avez surtout été de 1994 à 2007 le directeur du Monde, le quotidien de référence. Vous avez donc été, comme je le disais, aux avant-postes du bouleversement du trop peu d'informations au trop plein d'informations que nous avons connu ces dernières années. Alors première question, aujourd'hui n'importe qui peut publier sur Internet et vous le rappelez vous-même dans votre livre que finalement il y a parfois des experts qui écrivent sur des sujets, ils connaissent mieux le sujet que les journalistes. Alors quel est le rôle du journaliste dans ce contexte ? En tout cas, les journalistes sont rattrapés aujourd'hui par cette révolution qui a d'abord été une révolution technologique et industrielle, qui a remis en cause l'économie même de toute l'industrie de la presse, mais les journalistes ont moins fait attention à l'autre aspect des choses, qui est la remise en cause radicale de leur métier, de leur profession. Parce qu'en effet, les journalistes, jusqu'à présent, bénéficiaient d'une sorte de rente de situation, puisqu'ils s'étaient arrogés, à juste titre, le monopole du traitement de l'information. Et aujourd'hui, ce monopole, évidemment, a éclaté, et l'information est produite, peut-être produite par tout le monde, vous l'avez dit, par tous, à tout moment, et les journalistes se trouvent confrontés, au fond, à la concurrence de leur propre audience, puisque ce sont les gens qui les lisent, les écoutent ou les regardent, qui aussi peuvent être producteurs d'informations. Donc ça oblige à une redéfinition, pas tant une redéfinition du métier d'ailleurs, qu'un nouveau travail sur la qualité de ce que l'on fait, sur la rigueur avec laquelle on le fait, sur la capacité à prendre la bonne distance, la bonne analyse, de façon à inscrire dans la conscience des uns et des autres que le détour par un journaliste professionnel vaut toujours mieux que voilà l'information qui est comme ça livrée en pâture sans indication d'origine. Il devient une espèce de filtre voilà. En quelque sorte. Un filtre, un élément qui va valider, qui va garantir le sérieux d'une information, qui va s'assurer du pluralisme de cette information, et ainsi de suite, et qui va donner des éléments que d'autres sources ne donnent pas, puisque par définition, quand vous produisez vous-même votre information, c'est que vous avez un objectif précis au bout de la route. Une autre caractéristique de l'information à l'ère du numérique, c'est qu'une information se trouve quasiment de manière instantanée sur des dizaines de sites. Autrement dit, s'il y a une erreur dans une dépêche AFP, elle va se retrouver sur des dizaines de sites instantanément. Alors, selon vous, l'urgence a-t-elle tué la prudence ? L'urgence est le règne absolu de l'émotion qui va avec souvent, et qui va avec le mode de fonctionnement de la planète médiatique aujourd'hui est commandé par la nécessité de produire un choc par jour. Ou un choc par heure, en tout cas un choc à tout moment pour capter l'attention qui ensuite enfle et puis on passe à un autre choc et on oublie ce qui s'est passé l'heure d'avant ou la veille. Et donc ça tue, c'est pas tant la prudence que ça tue l'argumentation, la capacité d'argumenter, d'expliquer, d'aller au fond des choses. Et c'est évidemment ça qu'il faudrait réhabiliter aujourd'hui, en tout cas que des médias s'efforcent de réhabiliter. C'est tout le problème de la presse de qualité en presse écrite. Et sur Internet, c'est les problèmes que nous, on affronte Slate.fr, où on se dédie totalement à l'analyse, à la mise en perspective, à l'originalité de l'angle de prise de vue, de façon justement à échapper à cette dictature de l'instant, de l'émotion du moment, qui fait que, voilà... C'est un manque de recul. L'actualité nous en donne des exemples tous les jours, et donc on s'enflamme, on se passionne, on fait éclater au fond toutes les barrières du droit, de ceci ou de cela, et c'est évidemment quelque chose qui peut être très dommageable. En même temps, il ne faut pas non plus ne voir que les mauvais côtés des choses. Le fait que ces instruments soient... regardez ce qui se passe en Chine. Quelle est l'obsession du pouvoir? C'est évidemment de contrôler l'Internet. C'est bien que c'est aussi un instrument de liberté. Regardez l'origine au tout départ de ce mouvement. Il y a un site coréen qui s'appelle Oh My News. Et Oh My News, sa devise, c'était chaque citoyen est un journaliste. Mais en même temps, ils ont joué un rôle dans la démocratisation de la Corée du Sud, parce qu'ils avaient organisé, pour des raisons de liberté, une sorte de levée en masse comme ça à travers l'Internet. Donc
Donc ça n'est pas nécessairement, je veux dire, c'est ambivalent comme beaucoup de phénomènes, et donc il y a des progrès possibles sous l'angle des libertés, et puis il y a aussi des dérives qui interpellent, alors pour le coup, qui obligent encore une fois la profession de journaliste à se réarmer, rigueur, toujours de la rigueur. Mais est-ce que ce dictat de l'instantanéité, de l'émotion, vous venez de le dire, est-ce qu'elle ne favorise pas la tentation de la manipulation, qu'elle soit économique ou politique? Vous laissez entendre vous-même dans votre livre qu'une information ne sort jamais vraiment par hasard. Jamais. Jamais. Mais cette histoire de manipulation, c'est vieux comme la presse en même temps. Quand la presse était totalement contrôlée, c'était aussi le cas. Simplement, là, c'est vrai que au fond, la grande bataille qui occupe la profession de journaliste, c'est la bataille versus la communication. On a l'information d'un côté, la communication de l'autre. La communication étant une information orientée, dirigée, contrôlée. Et il me semble qu'en effet, aujourd'hui, la balance penche plutôt du côté de la communication. Parce que tous les lieux de pouvoir, quels qu'ils soient, parce qu'on focalise beaucoup sur la politique, mais les lieux de pouvoir économique, les lieux de pouvoir syndicaux, les lieux de pouvoir religieux, tout ce qui détient du pouvoir aujourd'hui est armé d'une stratégie de communication. Et ces stratégies de communication sont de plus en plus élaborées, performantes. Et alors il se trouve que c'est facile parce qu'on vous livre une information clé en main. J'allais dire, vous n'avez plus trop à vous poser de questions sur le papier que vous allez écrire ou le texte que vous allez lire, parce qu'au fond, il est tout préparé, bien balisé. C'est tout à fait redoutable. Et donc la toile de fond de ce que nous vivons, c'est cela. C'est l'emprise de plus en plus grande des structures de communication de plus en plus sophistiquées, de mieux en mieux faites. Avec de plus en plus de moyens. Et donc, du coup, qui laisse de moins en moins d'espace à l'information elle-même. Et donc, l'information doit batailler chaque jour de façon un peu plus dure chaque jour. Mais alors, face à cet essor des pouvoirs de communication, petite provocation, les médias sont-ils encore un contre-pouvoir? Les médias, oui et non. Ils peuvent l'être, ils le sont notamment sur le plan politique. Sur le plan des grandes entreprises, c'est plus difficile parce que, regardez, quand vous avez affaire à un grand groupe qui fait beaucoup de publicité, eh bien, on ne peut pas dire que les organes de presse soient insensibles au volume de cette publicité. Et donc, il y a là aussi un jeu assez... Regardez, par exemple, quand vous feuilletez les magazines, vous voyez de très belles publicités, tout ça est très très bien fait, et vous vous dites, telle marque communique bien dans ce magazine, etc. Vous allez un peu plus loin dans le magazine et vous verrez une photo du patron de cette marque, une photo avantageuse dans des manifestations sociales ou mondaines. Vous verrez un petit article ou un grand portrait du dit patron, ou alors une analyse assez fouillée de la façon dont l'artisanat procède pour obtenir de si beaux objets dont vous avez trouvé la publicité au début du magazine. Donc on voit bien que l'interaction est permanente. Alors après, il faut garder des organes de presse indépendants pour arriver à essayer de maintenir cette frontière entre l'information et la communication. Alors, Jean-Marie Colombani, vous êtes ici sur une chaîne vidéo, une web télé. Que pensez-vous de l'essor exponentiel de ce format que nous connaissons depuis quelques mois? Mais qu'il est exponentiel, en effet, qu'il est appelé à grandir et à embellir. Mais comme beaucoup d'autres développements de supports vont se substituer progressivement aux supports traditionnels, mais en ayant toujours à l'esprit qu'on peut être toujours au seuil d'une nouvelle révolution technologique. On ne sait pas. Et on en a vécu tellement, et de tellement rapide, et de tellement forte, et de tellement bouleversante. Et donc, intellectuellement, il faut aussi être prêt à l'idée que tous ces paramètres peuvent à nouveau changer sous l'impulsion d'une nouvelle révolution technologique. Donc on est dans un univers parfaitement insécure, mais ça n'empêche pas d'essayer d'avancer. Dernière question, vous racontez dans votre livre largement les réticences des journalistes papier face à l'essor du web. Alors comment est-ce que vous expliquez cela, alors que dans le même temps, vous le rappelez aussi dans votre livre, qu'une rédaction est un lieu perméable au mouvement qui se produit dans une société? Je ne l'explique pas, c'est un de mes plus mauvais souvenirs au monde, ça, quand il y avait eu un débat organisé par la Société des rédacteurs dans la rédaction pour mettre en procès un livre
écrit par des collaborateurs de la maison, en l'espèce Bruno Patino qui pilotait à l'époque le Monde.fr, c'est-à-dire le véhicule Internet du Monde, et Jean-François Fogel qui me conseillait par ailleurs sur toutes ces questions, qui avaient écrit ensemble un livre qui fait date et qui est aujourd'hui dans toutes les écoles de journalisme, qui s'appelle Un monde sans Gutenberg. Et donc c'était un crime de lèse-majesté absolue, comment on prenait la parole, on prenait la plume contre Gutenberg, contre l'imprimerie, contre le papier, alors que la révolution était sous leurs pieds. Ça a été un de mes épisodes les plus difficiles et je ne saurais pas expliquer cet aveuglement autrement que par un réflexe de repli, de peur, de vent. corporatisme. Mais le sol qui se dérobe sous vos pieds, c'était exactement ça la révolution Internet. Bien, Jean-Marie Colombani, merci d'être venu témoigner des bouleversements auxquels vous avez été aux avant-postes, des médias traditionnels vers les nouveaux médias, les nouveaux supports. Merci d'être venu sur le Africanal. Merci.